tous et toutes. Ravi d'être parmi vous pour cette rentrée, parce que nous sommes au mois de septembre. Bon, c'est un peu presque la fin du mois de septembre, mais le mois de septembre est toujours un mois de rentrée, tous les rentrées scolaires de nos enfants, de tous les petits et les petites, et la rentrée tout court. Et puis, c'est la dernière ligne droite hein, pour la fin le finish de l'année, hein, l'année 2024. J'espère que vous vous portez tous bien, que vous avez fait, vous vous êtes ressourcés, vous êtes reposés à des degrés divers et bonne reprise à vous tous et toutes. Donc, je m'appelle Kamel Deby. Pour ceux qui me connaissent déjà, j'ai l'habitude de modérer ces webinaires depuis quelques années déjà pour le groupe TGIO Fabon, que je remercie avec son partenaire BPI France, qui nous font plaisir de nous réunir. Puis c'est encarté, si vous voulez, ce sont ce qu'on appelle les services non financiers, hein. On est dans l'entreprise, on est chez vous. Donc, il y a une relation qui lie la banque à ses clients. Et, au-delà, donc, nous voulons être chez vous. Donc, comprendre ce que vous faites et puis nous mettre aussi à votre place. Euh, Si vous avez l'habitude d'être parmi nous, on tient habituellement une moyenne de 9 à 10 webinaires par an, donc sur tous les sujets, depuis des années, hein, pas que le Covid, mais après, tous les ans, toutes les années, pardon, nous avons une dizaine de webinaires sur des thèmes divers hein, qui touchent à l'entreprise. Par exemple, l'année dernière, nous avons parlé de la cotation, de la notation, pardon, des crédits, de la cybersécurité, qui est un sujet important des forces commerciales à l'export, parce que l'export est une stratégie nationale qui est un petit peu, qui émerge chez tout le monde, mais chez nous avec acuité. Puis après, le digital est venu prendre les devants. Aujourd'hui, nous digitalisons et le digital est devenu un leitmotiv pour chaque entreprise, quel que soit son rang, son statut. Euh, Nous avons aussi parlé de la protection des données, qui est comme ça un sujet important. Quand vous êtes en relation avec des clients et des partenaires, vous êtes tenu de protéger leurs données, évidemment. Nous avions même parlé du risque de change l'année dernière, exactement le 26 septembre, donc quasiment une année. Nous revenons sur ce sujet pour des raisons que nous allons évoquer avec vous. Nous avons aussi parlé de Made in Morocco, parce que nous nous sommes dit finalement, et si on réindustrialisait, puis si on réinventait un petit peu notre tissu industriel, et aussi, dernièrement, nous avions parlé aussi à la fin de l'année 2023 de la RSE, qui est un sujet important. Aujourd'hui, la RSE est un sujet très central au niveau des entreprises. Pour l'année 2024, donc, nous avons repris ce cycle avec trois webinaires. Euh, Devenir champion à l'export, les enjeux et les opportunités que vous connaissez tous, réussir sa transformation digitale avec des partenaires. Et puis après, à la fin, le 16 juillet exactement 2024, nous avions parlé de la prévention des difficultés, les anticiper, les mesurer, activer les bonnes solutions parce que toutes les entreprises ont quelques difficultés et donc il faut les prendre, il faut les assimiler pour mieux se préparer, pour négocier et travailler avec ses partenaires dans les meilleures conditions possibles. Pour ce webinaire aujourd'hui, nous vous proposons donc un thème central qui est le risque de change, comment activer les bons leviers. Le risque de change, c'est quelque chose qui est inhérent pour un pays, pour nous, en tant que personnes physiques, parce que nous achetons aussi des devises et nous payons quelques factures en devises, comme les frais, par exemple, de scolarité ou les frais de dotation touristique et ainsi de suite. Et bien sûr, chez l'entreprise, puisque l'entreprise, le Maroc a fait le choix depuis son indépendance à être au niveau de l'international et nous avons accentué le pas depuis une vingtaine, une trentaine d'années au carrefour de ce qu'on appelle les métiers mondiaux, où le Maroc a aujourd'hui un statut de pays industriel ouvert au carrefour de tous les échanges au niveau de tous les continents que vous connaissez. Je ne reviens pas sur l'environnement de l'entreprise que vous connaissez parfaitement, hein. Quand je parle de la PME, je ne reviens pas sur les problèmes que vivent les PME. Souvent, on parle des manques de moyens. Ça, c'est l'Observatoire mondial de la PME. Ou alors l'absence de stratégie. Parfois, l'entreprise, elle est tellement omnibulée dans l'existant, dans ce qu'elle doit faire,
qu'elle oublie parfois même de faire une stratégie, des délais de paiement, parce que aussi de la qualité du portefeuille, les délais de paiement, quand une entreprise n'est pas payée, bon, elle a aussi, elle aura des difficultés, et ces difficultés vont s'aggraver avec le temps si elle ne trouve pas des solutions. Ou alors, un autre sujet que vous connaissez parfaitement, c'est aussi l'accès au financement, c'est les relations avec les bailleurs de fonds, les banques, les leasers, les facteurs, et ainsi de suite. Pour revenir au niveau des échanges, bon, j'ai sorti un petit peu les chiffres de fin août 2024. On est sur un trend toujours quasiment similaire avec des importations, un niveau des importations qui a augmenté de 3%, exactement la même tendance au niveau des exportations avec le déficit qui est quasiment structurel, qui s'est resserré mais qui a repris. Alors, ce nouveau webinaire aujourd'hui sera l'occasion d'échanger avec deux experts sur cette thématique de risque de change et la place dans notre pays au niveau des supply chains mondiales. Parce que tout ce que nous faisons finalement, c'est de stimuler et de permettre à l'entreprise de travailler. Parce que l'entreprise, sa raison d'être, c'est de gagner de l'argent, c'est d'être rentable. Donc ça, c'est très important. Il ne faut pas l'oublier, faut pas le perdre de vue. Nos entreprises sont en interaction continuelle avec leurs partenaires, que ce soit des partenaires locaux, mais aussi des partenaires étrangers, à l'import, à l'export, mais aussi à travers des joint ventures pour le matérialiser par des opérations de trade ou d'achat ou d'exportation, d'importation, mais aussi pour tisser des liens, parce que c'est ce que je disais moi. Avec cette reprise, avec ce qui s'est passé depuis le Covid, on s'est dit, ça y est, une reprise, mais on est entré dans une bulle inflationniste avec un enchérissement au niveau mondial, avec des perturbations dont vous connaissez les causes. Mais aujourd'hui, il s'est passé, Victor reviendra sur ce sujet, sur le remodelage de ce qu'on appelle les chaînes de valeur, comment moi, entreprise PME, comment je travaille avec mes clients, et ainsi de suite. Mais il ne faut pas perdre de vue une chose importante qui est venue aussi s'inscrire gravée sur le marbre. Aujourd'hui, les relations partenariales sont devenues des relations beaucoup plus scrutées et challengées. Et aujourd'hui, il faut être vraiment, moi je parle de la PME, c'est pas un conseil, mais vous le savez mieux que moi, chère entreprise. Aujourd'hui, si vous avez envie de travailler avec un partenaire, ben, vous devriez le rendre compétitif. Si moi je travaille avec vous, ben, je dois vous faire grandir et vous me faites grandir. C'est ce que vous faites avec votre banque, par exemple. Il faut que ça soit équitable. Les partenariats sont de plus en plus équitables, de moins en moins léoniens, et puis durables. J'ai envie de travailler avec vous aujourd'hui, mais demain et après-demain. Et donc, je dois être dans ma meilleure version de tous les jours. Puis il y a un sujet qui est important aussi maintenant sur notre thème d'aujourd'hui, comment justement comment ces entreprises travaillent pour améliorer leur façon de travailler avec ces chaînes de valeur, comment adapter son business model et appréhender le risque de change, puisque le risque d'échange, on l'a dit, nos experts reviendront sur ce sujet, quid des partenariats avec les banques. La banque, on le soulignera jamais, c'est le maillon central de la relation sur ce sujet, par exemple particulièrement l'achat et la vente des devises. Et quel est le comportement des PME pour la gestion de leurs opérations, l'optimisation, et afin de disposer des meilleurs outils d'accompagnement et les meilleures cotations possibles. Donc, sans plus tarder, nous recevons aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir parmi nous aujourd'hui Victor Lécuyer, responsable d'études économiques chez BPI France, et Madame Yasmine Abouna, qui est responsable portefeuille corporate trading au niveau de Tijari Bank, précisément au niveau du CIB, le pôle CIB. Nous allons réserver, comme à l'accoutumée, à peu près 40 minutes maximum pour les interventions et on va se laisser une trentaine de minutes avec vous pour l'échange et les questions. Sur ce sujet, je vous invite, vous qui êtes à la manette, d'interpeller nos deux experts, de poser toutes les questions et puis n'hésitez pas à partager aussi si vous avez des bonnes pratiques avec l'assistance pour simuler le débat. Euh, Victor, rebonjour. Victor, Bonjour Kamal et merci pour cette introduction. Alors j'essaie de partager. merci beaucoup, Victor, d'être parmi nous. Donc, nous avons le plaisir de te recevoir
nous avons, tu as été des nôtres pendant déjà 2 fois et à chaque fois, souvent, tes interventions étaient des interventions de haut rang, éclairées et limpides pour je n'en doute pas, pour nos PME. Je te cède la parole. Je te remercie, je te cède la parole. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous voyez bien mes slides pour commencer ou pas? Oui, oui, Parfait. donc je vais. Bon. Merci beaucoup, Kamal, et ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Et sans plus attendre, je vous propose du coup d'entrer dans le vif du sujet avec des premiers éléments très général pour comprendre où en est le régime de change au Maroc. Donc c'est un régime de change qui est fixe et qui est du coup par rapport à une évolution de panier de devises, 60% euros, 40% dollars. Et c'est une évolution du coup qui dans le temps, notamment depuis qu'il y a eu une nouvelle phase de, de flexibilisation du régime de change en 2020, une variation en fait par rapport à un cours de pivot de plus ou moins 5%. Et cette évolution du régime de change, enfin en tout cas du dirham par rapport au dollar ou par rapport à l'euro, elle est liée en fait à trois grands types de déterminants qu'on va tout de suite évoquer. Donc ce sont des déterminants qui sont de manière générale pas spécifiques, en tout cas au Maroc, mais qui ont une importance particulière dans le cadre du Maroc. Les premiers, c'est les aspects monétaires. Et là, il va s'agir d'évaluer la crédibilité de l'intervention de la Banque centrale, de la BAM au Maroc et de savoir si l'utilisation de ces outils, c'est-à-dire les taux d'intérêt et les réserves de change, sont en adéquation avec son objectif d'avoir une inflation qui est autour de 2%. Donc on a pu voir notamment que l'inflation a particulièrement augmenté en 2022, mais là, depuis maintenant quelques mois, la Banque centrale, grâce à son action, a réussi à ramener l'inflation dans sa cible de 2%. Donc ça, c'est parmi ces aspects monétaires-là, il y a aussi toute une considération à avoir sur l'encadrement en fait de cette politique de taux d'intérêt relativement par rapport à d'autres zones économiques. Ça peut être la zone euro, ça peut être les États-Unis. On y reviendra plus tard. Ça, c'était les premiers grands aspects. Les seconds aspects ils concernent les aspects externes. C'est qu'à partir du moment où, comme l'a évoqué Kamal, que le Maroc est très intégré dans les chaînes de valeur mondiales, il est amené à faire des échanges avec d'autres pays, ce qui amène avec, en fait, à avoir un solde commercial ou un solde courant qui est positif ou négatif. Au Maroc, il est plutôt négatif. Donc, à partir du moment où le Maroc dégage un déficit courant, il faut savoir comment il va le financer. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'en fonction des flux d'investissement que le pays va pouvoir attirer, si c'est des investissements plutôt sur le long terme, des investissements directs étrangers ou plutôt des investissements un petit peu plus volatiles, des flux d'investissement de portefeuille, des dépôts bancaires, ça peut avoir un impact notamment sur les conditions de venue et de sortie de flux de capitaux. Et donc, du coup, ça peut avoir un impact sur le change. Après, il y a tout un tas d'autres variables qui peuvent jouer sur le change au Maroc. Et là, c'est plus la perception de l'extérieur, enfin des agents extérieurs qui peuvent avoir du Maroc. Ça peut être notamment l'évolution du risque souverain. Donc là, on sait ce qu'il y a sur le graphique en haut à droite, c'est que globalement, la structure de la dette publique au Maroc s'annonce favorable. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt un atout pour le pays, pour justement envoyer un signal positif et attirer d'autres catégories d'investisseurs. Et après, il y a tout ce qui est en lien avec l'évolution du climat des affaires ou encore de la perception du risque politique, sachant que là aussi, le Maroc se distingue avec une stabilité politique relativement élevée, en tout cas par rapport à des pays de la région, que ce soit le MENA ou l'Afrique subsaharienne. Donc, un rapide retour en arrière parce que on a depuis du coup 2020 une hausse du risque de change. C'est quelque chose qui était moins évident auparavant au Maroc. Et là, on a eu depuis qu'on est sur cet écart d'évolution du MAD par rapport à son panier de référence un peu plus large, on a eu une manifestation du risque de change. Et en fait, cette manifestation-là, elle est intervenue dans le cadre de répercussions de la crise en Ukraine qui ont mené à une forte hausse de l'inflation, notamment pour les prix des biens importés, les prix, que ce soit les prix énergétiques, les prix alimentaires. Et ce qu'on peut voir sur le graphique en haut à gauche, que ça a significativement mené à une hausse de l'inflation au Maroc. Dans le même temps, en fait, la balance commerciale s'est dégradée du fait d'importations plus coûteuses pour des prix des biens alimentaires et énergétiques. Et dans ce cadre-là, en même temps, il y a eu une inflation mondiale qui a mené à une course de hausse vers les taux d'intérêt de par le monde, et particulièrement soutenue aux États-Unis, ce qui fait que le dollar, dans un contexte où le taux américain était plus élevé, s'est apprécié, et ce qui a pu du coup être au détriment du
du dirham, et ce qui a nécessité que la Banque centrale du Maroc intervienne davantage pour maintenir justement cet ancrage par rapport au dollar et à l'euro, et ce qui l'a amené à puiser dans ses réserves de change. Et ce qu'on peut voir sur le graphique du milieu, c'est que les réserves de change au Maroc ont eu tendance à se contracter, parce que l'environnement n'était pas forcément favorable, et que cette dégradation des paramètres externes a pu mener du coup à une sorte de baisse de la liquidité en devise, et ce qui s'est notamment traduit, c'est ce qu'on peut voir sur le graphique de droite, par une baisse des dépôts des résidents marocains en devises étrangères. Et ça, en fait, cet ensemble d'éléments ont pu jouer du coup à une perception à la hausse sur le risque de change au Maroc. Et c'est quelque chose qui est important parce qu'on voit bien que ces événements, ils ne sont pas forcément que causés par des éléments internes, mais qui peuvent être provoqués par des éléments externes. Et ce qui amène à penser que le Maroc pourrait être du coup exposé à l'avenir à d'autres types de risques de change. Rapidement, les doutes les incertitudes se sont dissipées grâce notamment à l'intervention du FMI qui a accordé un prêt de 5 milliards de dollars en avril 2023, ce qui a envoyé un effet signal positif et ce qui a pu rapidement en fait rassurer les marchés, ce qui a pu se concrétiser par un nouveau, une relevée des réserves de change et donc un relèvement des paramètres économiques. Globalement, ici, j'essaye de vous présenter quels seront les facteurs clés qui vont pouvoir jouer sur l'évolution du risque de change à court terme, donc d'ici un an. A priori, il y aurait plus de facteurs qui seraient favorables que défavorables. Les principaux facteurs, on en a déjà parlé, du coup, c'était le soutien des bailleurs de fonds internationaux. Le Maroc jouit d'une réputation solide auprès des bailleurs de fonds, ce qui lui permet régulièrement de refinancer certaines lignes de crédit qui sont autant de réserves de change disponibles pour faire face à ces différents engagements, que ce soit le règlement de sa dette externe, mais aussi le règlement de ses importations, et aussi une conduite optimale de sa politique monétaire. Là où il y avait des inquiétudes il y a encore quelques mois, il y a un an, on faisait une présentation similaire, c'était que, au vu de la trajectoire de l'inflation des taux d'intérêt, les taux d'intérêt réels étaient négatifs. Actuellement, ils sont positifs. Qu'est-ce que ça signifie? À partir du moment où vous avez des taux d'intérêt qui sont réels positifs, relativement par rapport à d'autres pays où c'est moins le cas, le Maroc présente un intérêt particulier parce qu'il propose des rendements qui sont du coup plus intéressants et plus élevés, plus rémunérateurs, et ça peut attirer certaines catégories d'investisseurs. Au-delà de ça, il y a des aspects qui sont plus structurels, qui sont liés au renforcement du climat des affaires, avec notamment la nouvelle charte d'investissement qui a été lancée en 2023, tout ce qui est fait au niveau du plan d'action d'accélération industrielle, les zones franches, qui sont autant d'éléments favorables pour attirer des capitaux au Maroc, des capitaux qui devraient s'inscrire dans la durée, et donc du coup sont favorables à ce que le risque de change soit peu élevé. Il y a un facteur défavorable à notre sens, à mon sens, qui est celui du différentiel de taux avec la zone euro. La zone euro a eu tendance à augmenter ses taux beaucoup plus fortement que ce ne fut le cas au Maroc, parce que la zone euro a été confrontée à une inflation beaucoup plus persistante et beaucoup plus élevée, et ce qui fait qu'en fait, dans un contexte où il y a ce différentiel de taux, s'il est négatif, comme c'est le cas maintenant, on le voit sur le graphique au milieu, que depuis maintenant 2023, le différentiel de taux entre le Maroc et la zone euro s'est creusé, ça peut jouer sur une évolution à la baisse du dirham, notamment par rapport à l'euro, et ce qui nécessite du coup une intervention accrue de la Banque centrale. Donc là, ce qu'on a pu remarquer, c'est que dans l'attente d'une probable baisse des taux directeurs au Maroc dans les, on va dire, dans les 3 ou 6 prochains mois, l'objectif, c'est que vraiment, c'est d'essayer de réduire ce différentiel de taux par rapport à la zone euro, et ça nécessite du coup que l'inflation soit correctement jugulée et que la Banque centrale du Maroc puisse éviter que, en baissant trop rapidement ses taux, ça vienne creuser ce différentiel. Donc, c'est quelque chose qui est important. Et il y a d'autres points qui sont des éléments d'incertitude qui sont très élevés. Le premier, c'est les perspectives qui restent assez moroses en Union européenne du fait justement de cette inflation qui est un peu persistante, de ralentissement de la demande intérieure. Et c'est quelque chose de très important parce que l'Union européenne, au-delà des échanges de biens et de services avec le Maroc, donc c'est près de 60% des exportations de biens et de services qui sont captés par l'Union européenne. L'Union européenne joue aussi un rôle très important pour apporter des capitaux, notamment au Maroc. 50% des IDE, les investissements directs étrangers, proviennent de l'Union européenne. Et c'est aussi très important parce qu'il y a de fortes communautés, les MRE, les expatriés marocains à l'étranger, sont une source très importante de réserves et de devises pour le pays, et avec une forte concentration en France, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Et 87% de ces devises
venant des expatriés viennent de l'Union européenne. Donc c'est quelque chose qui est très important dans un contexte où l'Union européenne ne propose pas des perspectives de croissance très élevées. Il y a d'autres éléments qui peuvent jouer, c'est les perspectives et les performances du secteur agricole, parce que à cause de plusieurs années de sécheresse, on peut voir qu'il peut y avoir des tensions un peu plus durables sur les prix alimentaires, et ça peut générer de l'inflation, et ça peut venir un peu contrarier notamment les perspectives de croissance dans un premier temps, mais aussi les perspectives d'échange pour le Maroc. Ça a des répercussions notamment sur les importations alimentaires, sur la gestion des stocks, et du coup même sur l'inflation importée. L'autre point important qu'il faudra sur lequel les autorités marocaines ont un œil très vif, c'est la réduction du déficit public. À ce stade, il n'y a pas eu de consolidation vraiment forte des finances publiques qui a été réalisée parce qu'il fallait soutenir l'activité, notamment dans cet environnement délicat. Et il y aura de fortes attentes qui seront portées par certaines catégories d'investisseurs sur la capacité du Maroc à continuer de soutenir l'activité tout en essayant de consolider ses finances publiques. Donc ça, c'est les grands facteurs qui pourraient avoir un impact, plus de facteurs favorables a priori, mais comme des facteurs d'incertitude. Une fois qu'on a vu on a cette vision un peu de court terme, il convient de s'interroger sur plus les perspectives à moyen terme. À partir du moment où la Banque centrale du Maroc s'engage dans un processus de flexibilisation de son régime de change, on va s'attendre nécessairement à ce qu'il y ait toujours un petit peu plus de volatilité. En revanche, avoir un régime de change qui va être de plus en plus flexible présente aussi des avantages. Ça permet d'avoir un meilleur pilotage de la politique monétaire, d'avoir un petit peu plus de marge pour la Banque centrale et une meilleure gestion des réserves de change qui n'auront pas vocation toujours à du coup assurer que le dirham varie toujours bien correctement par rapport aux objectifs que se fixe la Banque centrale, mais aussi d'alimenter en liquidité le marché pour notamment faciliter les opérations commerciales et financières. Et généralement, un régime de change plus flexible permet notamment de relâcher le contrôle des capitaux et du coup attirer plus d'investisseurs. L'inconvénient qui apparaît assez évident ici, c'est qu'il y aura un petit peu plus de volatilité. Nécessairement, la fluctuation du dirham par rapport à d'autres devises va évoluer. C'est pas forcément quelque chose qui est contrariant parce que nécessairement, plus de flexibilité sur les régimes de change s'accompagne notamment de plus d'outils de couverture de risque de change, mais ça, je laisserai du coup Yasmina vous en parler plus concrètement. Et du coup, une plus forte aussi sensibilité aux chocs qui sont liés aux aspects monétaires externes ou divers que nous avions abordés dans un premier temps. Donc, plus de volatilité. Pour autant, il ne faut pas avoir trop s'inquiéter parce que le Maroc présente des perspectives qui sont favorables et dispose de pas mal d'atouts pour réussir cette transition et éviter du coup une trop forte volatilité du dirham. Les premières, en fait, elles sont liées à cette intégration du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales et de proposer toujours d'avoir des secteurs de plus en plus compétitifs à l'export. Donc, si, comme on peut le voir sur la gauche, le Maroc a réussi à augmenter la part de ses exportations dans le PIB de manière bien plus impressionnante que les pays d'Afrique subsaharienne ou d'autres pays de comparaison, il y a aussi une diversification des exportations qui ne reposent plus forcément que sur des biens à faible valeur ajoutée, comme c'était le cas précédemment, les produits alimentaires, toute l'industrie du textile, les engrais ou le tourisme. On est vraiment sur une hausse en fait de la montée en gamme des exportations du Maroc qui permettrait en fait de dégager davantage de devises à terme et de profiter en fait de ce positionnement géostratégique qui permettrait du coup d'être toujours mieux intégré dans les chaînes de valeur et ce qui concrétise notamment probablement par une nouvelle hausse des idées entrants au Maroc et qui du coup apporte d'autant plus de devises et de flux de capitaux qui vont permettre de faciliter les opérations pour éviter qu'on puisse avoir une perception à la risque, enfin une hausse du risque de change au Maroc. Et comme je vous le disais, du coup, cette intégration de plus en plus forte dans les chaînes de valeur s'accompagne d'une montée en gamme. Et ce qu'on peut voir sur le graphique à droite, c'est que sur des items bien particuliers comme l'automobile, les machines et appareils électriques, mais bientôt aussi tout ce qui est au niveau de l'aérospatial, le Maroc bénéficie en fait d'un avantage comparatif et arrive à dégager maintenant des excédents commerciaux là où sur les 20 dernières années, il y avait de forts déficits. Donc ça, c'est des atouts parce que justement, ça va permettre des entrées de devises importantes et renforcer du coup les marges monétaires et potentiellement réduire le risque de vulnérabilité externe et donc du coup sur le risque de change. D'autres aspects qui ne sont pas forcément liés que aux aspects commerciaux, c'est l'attractivité du Maroc et sa transition dans l'écologique énergétique qui est assez avancée relativement à d'autres pays et qui va permettre au pays notamment de peut-être réduire sa dépendance aux importations énergétiques d'hydrocarbures et qui vont du coup lui permettre d'être peut-être moins sensible à moyen terme
plutôt à long terme, à des variations erratiques du prix du pétrole grâce à ces atouts que présente le pays, que ce soit dans les énergies solaires, mais aussi dans l'éolien, et de plus en plus dans l'hydrogène vert. Et on le voit déjà qu'il y a un engouement fort de différents types d'investisseurs au Maroc. Et l'attractivité du Maroc se joue aussi sur cette capacité à développer cette transition énergétique. Un autre point important, c'est que le Maroc présente un réel attrait en termes de développement de ses infrastructures, et ça s'est concrétisé encore il y a peu de temps cet été par l'intégration du Maroc dans les nouvelles routes de la soie. Et c'est particulièrement intéressant parce que ça va permettre un rapprochement avec la Chine qui, au-delà des développements des infrastructures de transport et de digitalisation, vont peut-être permettre de davantage échanger avec ce pays et de peu à peu en fait diversifier les réserves de change qui, comme on peut le voir aujourd'hui sur le graphique du milieu en bas, sont aujourd'hui surtout libellés en euros et en dollars, ce qui est naturel et normal au vu du régime de change, mais de plus en plus, ça va être une nécessité, une volonté des autorités marocaines de diversifier leurs réserves de change et pour pouvoir du coup commercer beaucoup plus facilement avec d'autres pays et d'avoir toujours les liquidités suffisantes pour ce faire. Un dernier aspect important à mentionner sur le Maroc, il est lié au fait que c'est considéré vraiment comme une rampe de lancement pour le marché africain. Le Maroc a été capable de gagner beaucoup de parts de marché à l'export, notamment sur le marché d'Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest. Et au-delà de ça, il y a pas mal d'opportunités qui sont liées au développement de la zone de libre-échange en Afrique, où le Maroc apparaît comme le premier pays bénéficiaire des accords de phase 1, qui permettrait de réduire les droits de douane de l'ordre de 90% d'ici 10 ans, parce que ce qui va permettre au Maroc de pouvoir du coup aller investir sur les marchés en Afrique subsaharienne et donc du coup gagner des parts de marché à l'export et donc du coup aussi permettre de consolider la balance commerciale et du coup d'attirer, de toujours consolider dans la même optique les réserves de change. Donc voilà, donc là je vous ai laissé un résumé, ça reprend les points principaux qui ont été évoqués dans cette présentation avec les principaux messages à retenir à court terme, que même si le Maroc a été exposé en 2022-2023 à un risque de change plus élevé, maintenant le risque de change apparaît peut-être un petit peu moins élevé que cette période, grâce notamment à l'intervention et à la crédibilité de la banque centrale, et avec quand même certains facteurs d'incertitude qu'il faudra prendre en compte, notamment par rapport aux perspectives en zone euro. À moyen terme, on assistera à une libération très graduelle du dirham, avec nécessairement une volatilité accrue qui va nécessiter du coup des outils de couverture de change de manière de plus en plus récurrente, mais ces outils devraient du coup être de plus en plus diffusés, et une vulnérabilité à certains types de chocs par rapport auxquels le Maroc semble disposer de certains atouts, notamment dans sa transition par rapport à sa transition écologique, mais par rapport à son intégration dans les chaînes de valeur. Donc voilà, je vous laisse aussi des liens, ça vous sera envoyé avec la présentation, des liens utiles sur tout ce qui est au niveau de la recherche économique chez BPI France. Ça peut être sur le Maroc, ça peut être sur d'autres pays. N'hésitez pas à les consulter, tout est en libre accès. Et je reste à votre disposition en cas de questions. Et sinon, je laisse tout de suite la parole à Yasmina qui va rentrer plus dans le détail sur les outils de couverture de change. Merci beaucoup, Victor, pour cette brillante intervention qui nous met en droite ligne de mire de ce que nous sommes en train de voir sur cette thématique. Je cède la parole à Yasmina pour prendre le relais sur ce que disait Victor. Donc, toi qui es, Yasmina, responsable d'un portefeuille au niveau de la salle corporate, au niveau de la salle des marchés, tu connais très bien ses clients, leurs besoins, et donc tu as une interaction, je dirais, quasi quotidienne. Je te remercie, je te cède la parole, Yasmina. Alors, merci beaucoup, Victor, pour cette belle présentation. Merci, Kamal, aussi. Alors, je me permets de partager avec vous le support. Un petit instant. Est-ce que c'est bon de votre côté? Vous arrivez à voir la présentation? C'est bon, c'est bon, Yasmina, c'est bon. Merci.
Parfait. Merci. Donc, je me présente, je m'appelle Yasmine Abounhab, je suis responsable portefeuille sur le desk Corporate Trading au sein de l'entité Marché des Capitaux Maroc. Je suis donc en charge de la relation clientèle pour répondre à toutes les problématiques liées au risque marché de nos clients. Donc, nous allons d'abord commencer par présenter le pôle Tijari Wafa Bank CIB et l'entité Marché des Capitaux. Puis, nous passerons justement au vif du sujet, à savoir sur justement le fonctionnement du dirham. Et à la fin, nous essaierons d'aborder toutes les possibilités qui s'offrent à vous, aussi bien en tant qu'importateur qu'exportateur, pour contenir ce risque de fluctuation du dirham. Donc, le pôle, plutôt les marchés des capitaux font partie du pôle CIP, donc il réunit différents métiers, que ce soit le conseil, l'investissement, la banque transactionnelle, également les marchés des capitaux. De par la présence de Tijari à l'international, nous sommes actifs dans plusieurs régions, en Europe, dans la région MENA, CEMAC, UEMOA, et également à travers nos bureaux de représentation, notamment en Asie. Alors, le pôle CIB, c'est plus de 400 collaborateurs qui œuvrent chaque jour justement à développer son activité. C'est 63 milliards de dollars de flux trade au niveau de Tijari, c'est 13 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Et concernant la partie justement marché des capitaux, nous sommes à 152 milliards de dollars de volume change et dérivés de change. Et nous sommes premiers teneurs de livres pour les émissions du bon du Trésor marocain. Donc, comme je l'ai déjà énoncé précédemment, de par la présence de Tijari à l'international, nous sommes actuellement présents dans plusieurs régions sur la partie marché des capitaux à travers 13 salles des marchés. Et nous avons une activité et une expertise multidisciplinaire qui va englober différents domaines, que ce soit le taux, le placement, le change, les matières premières ou encore l'action. Alors, après avoir fait cette brève présentation de Tijari CIB, également de la partie marché des capitaux, je souhaiterais maintenant qu'on se tourne vraiment vers le vif du sujet. Et donc, justement, parler de la partie qui nous intéresse, à savoir le dirham. Nous allons d'abord faire un petit retour en arrière sur l'historique du MAT. On va après, par la suite, expliquer son fonctionnement, ou plutôt vraiment les déterminants qui vont justifier donc, cette évolution des devises contre dirham. Et on va parler plus particulièrement de cette notion de liquidité. Donc, justement, cette liquidité qui vient créer ce spread, comme l'a dit Victor au début de sa présentation, entre la valeur théorique du MAD et sa valeur marché. Et donc, tout à la fin, nous allons justement discuter des différents produits qui s'offrent à vous pour contenir ce risque de change et cette volatilité du dirham. Alors, juste avant de commencer à parler clairement du dirham, comme le sujet justement de la libéralisation ou encore de la flexibilisation est encore notre problématique, je souhaitais faire une petite introduction en partageant avec vous le principe du triangle d'incompatibilité de Mundell et qui va justement mettre en avant cette nécessité d'ouverture ou de flexibilisation du dirham. Donc, pour faire simple, Mundell a vraiment développé une théorie selon laquelle on ne peut atteindre simultanément trois objectifs, c'est-à-dire le régime de change fixe, une indépendance monétaire et une intégration financière totale. C'est ce que vous voyez sur la slide comme étant en mobilité parfaite des capitaux. Donc, en gros, si on regarde le premier scénario, qui est celui du contrôle parfait des capitaux, admettons qu'on opte pour un taux de change fixe et une politique monétaire indépendante. Pour quelle raison ce pays ne pourrait pas assurer, on va dire, une parfaite circulation des capitaux? Donc, tout simplement parce qu'on a opté justement pour cette politique monétaire indépendante, c'est-à-dire que le taux domestique va varier et ne sera pas toujours le même que celui du ou des pays sur lesquels la devise est indexée. Donc, ça va créer mécaniquement un différentiel de taux entre le taux local et le taux étranger, donc ceux sur lesquels la devise est justement indexée. Et donc, pour pouvoir maintenir ces deux postulats du régime fixe et de l'indépendance monétaire, le pays est contraint de perdre en mobilité de capitaux, ce qui va justement lui permettre d'éviter tout arbitrage sur son économie. Alors, pour le second scénario que vous voyez à droite, si on décide cette fois-ci d'un taux de change fixe et d'une intégration financière totale,
ce pays ne peut pas avoir une politique monétaire complètement indépendante parce que la seule solution pour garder ce régime de taux de change fixe serait de répliquer justement les politiques monétaires entre un pays et les autres pays sur lesquels la devise est indexée, sauf que le pays, justement, peut avoir des priorités concernant ses agrégats économiques. Donc, pour le dernier cas, il parle de lui-même et justement, c'est ce qui nous mène à nous réunir aujourd'hui, à savoir comment maintenir potentiellement un régime de change fixe dans le cadre d'une mobilité parfaite de capitaux et une indépendance monétaire. Alors, de par les autres scénarios, on voit clairement que ce dernier scénario est impossible à mettre en place. Donc, l'indépendance monétaire implique un ajustement de taux en fonction de vos agrégats économiques locaux. Et donc, le Maroc aujourd'hui va se situer, on va dire, dans un scénario intermédiaire entre ces trois scénarios, c'est-à-dire une politique monétaire indépendante, une libéralisation progressive du MAD et une liberté partielle de la circulation des capitaux. Et donc, justement, le Maroc aujourd'hui s'inscrit dans cette volonté de vouloir drainer plus d'investissements étrangers. Nous sommes actuellement dans tout un chantier en train de préparer justement la Coupe du Monde pour les 2030. On voit clairement que le Maroc est en train de s'intégrer de plus en plus dans un écosystème mondialisé et qui souhaite se développer au-delà de ses frontières. Donc, justement, on s'inscrit totalement dans cette libéralisation progressive du dirham. Alors, sur la pour la deuxième slide, je voulais justement vous parler justement de ce process d'ouverture ou plutôt de flexibilisation, puisqu'on remarquera que différentes directives ont été menées dans ce sens et depuis plusieurs années. On remarquera justement dès 2004 l'introduction des produits dérivés. Un peu avant les années 2010, les exportateurs pouvaient loger une partie de leurs recettes en devises à hauteur de 70% pour assurer le règlement de leurs importations. Il va falloir attendre 2015 avec la révision des pondérations du panier à hauteur de 60% et 40% pour justement refléter un peu mieux la structure des échanges commerciaux avec nos pays partenaires. Et c'est vraiment à partir de l'année 2018 que ce process de libéralisation va prendre place avec un premier élargissement des bandes de fluctuation. On est passé d'une fourchette à plus ou moins 0,3% à plus ou moins 2,5%. En d'autres termes, ça veut dire que pour la même parité euro-dollar, votre cours de sortie, par exemple, dollar MAD, va fluctuer de plus ou moins 5% selon l'offre et la demande, contre 0,6% auparavant avec l'ancienne fourchette. Donc, par la suite, il va falloir attendre l'année 2020. Donc, en mars 2020, il va y avoir un deuxième élargissement des bandes à plus ou moins 5%. Alors, juste avant de continuer, je me permets de noter que toutes ces mesures ont été vraiment cruciales pour le mode de cotation du dirham, puisqu'ils ont induit beaucoup plus de volatilité potentielle et de nouvelles approches pour les opérateurs marchés. Donc, c'est justement là que cette notion de liquidité dont on entend souvent parler prend tout son sens. Et aujourd'hui, on va dire, auparavant, les opérateurs se basaient principalement sur les fluctuations de l'euro-dollar. Aujourd'hui, les opérateurs ont tendance à se baser justement sur un prévisionnel de flux qui pourrait affecter cette offre et cette demande et qui expliquerait justement cette liquidité. Et d'ailleurs, toutes ces mesures dont on vient de parler à l'instant ont permis de développer un vrai marché interbancaire. On remarquera que la Banque centrale est quand même très peu intervenue sur les dernières années depuis le début de l'élargissement. Et ce qui veut dire en fait que d'une certaine manière, le marché des changes marocain est de plus en plus autonome et surtout capable de résister à différents chocs exogènes. Donc, pour juste poursuivre sur cette frise, on remarquera que depuis l'année 2024, Bank Maghreb a choisi justement de peaufiner son approche, notamment en supprimant le cours fixing Midi 30. Je pense que les gens qui nous écoutent aujourd'hui en parlent relativement ou assez souvent plutôt. Et donc, c'est un cours qui a longtemps servi de référence. Aujourd'hui, Bank Maghreb a choisi depuis 2024 de publier un cours basé sur la moyenne des cotations interbancaires tout au long de la journée. C'est-à-dire que c'est un cours qui n'est pas du tout exécutable et qui a uniquement pour objectif de valoriser les positions comptables. Donc, in fine, la Banque centrale ne souhaite plus intervenir sur le marché des changes, mais elle voudrait justement laisser beaucoup plus de marge de manœuvre et elle souhaiterait que le marché décide lui-même de la valeur réelle du dirham.
Alors, après avoir décrit ce nouveau mode de fonctionnement du dirham post-élargissement, je souhaiterais maintenant en fait parler des déterminants du dirham. Donc, on a le facteur euro-dollar et le facteur liquidité. Alors, concernant le choix du régime de change au Maroc, il est fait de telle sorte que la fixation du dirham, elle est basée sur un panier à hauteur de 60% en euros, 40% en dollars. Donc, en d'autres termes, les variations de l'euro-dollar vont avoir un impact direct sur les cours de sortie devise contre dirham. D'ailleurs, si vous observez le graphique à droite, on voit clairement donc la symétrie que vous voyez entre les cours euro-dollar et ce qu'on appelle le cours mid-dollar-mad, c'est-à-dire un cours qui est pas du tout ou non impacté par la notion de liquidité. C'est uniquement un cours basé sur la cotation euro-dollar et la formule justement qui permet de déterminer le dollar mat correspondant. Donc, concernant l'euro-dollar, bon, on ne va pas trop s'attarder, je pense que c'est quelque chose que que vous connaissez déjà, mais on va dire que plusieurs facteurs vont rentrer en jeu. On aura les décisions de banque centrale sur leur politique monétaire. À titre d'exemple, donc le discours de la Fed la semaine dernière et la baisse de son taux directeur, donc ils ont baissé les taux de 50 points de base, a directement impacté justement le cours euro-dollar. On voit clairement que le dollar s'est déprécié face à l'euro. Alors, concernant les indicateurs ou les données économiques, elles vont également participer à la fluctuation, que ce soit les chiffres d'inflation, l'emploi, la croissance. Tous ces éléments-là vont justement être au centre de l'attention des opérateurs pour drainer, que ce soit l'offre ou la demande, dans un sens comme dans un autre. Alors, on parlera également des facteurs politiques et géopolitiques qui vont également représenter un élément important dans cette évolution. À titre d'exemple, en regardant même le graphe sur la droite, vous voyez qu'à partir d'un certain moment, on a vraiment un flight to quality qui se produit en temps de crise, puisque le dollar étant une valeur refuge, on voit clairement que depuis le début de la crise ukrainienne, on a un euro-dollar qui avait vraiment corrigé, puisque les gens s'étaient orientés vers des devises sûres, notamment le dollar. Et pour finir, donc derrière toutes ces statistiques, ces prévisions, derrière ces prises de décision, il y a vraiment un facteur humain qui est important. Et c'est là justement que le sentiment de marché va prendre toute son importance. C'est-à-dire, vous remarquerez que lorsqu'on regarde que ce soit les évolutions, on va dire, de l'euro ou du dollar, c'est pas uniquement l'événement, la statistique qui va impacter, orienter cette offre et cette demande, le sens de la parité, mais c'est également la validation des attentes des opérateurs. Donc, c'est là qu'on va parler justement d'anticipation de marché. En général, d'ailleurs, on remarquera que le marché intègre souvent la nouvelle avant même son avènement, que ce soit une statistique, une décision de banque centrale ou tout autre. Donc, pour résumer, c'est vraiment tous ces facteurs qui vont influencer l'évolution de l'euro-dollar dans un sens comme dans un autre et qui vont affecter par conséquent votre cours devise contre dirham. Donc, je vais juste vous faire apparaître un autre graphe sur la droite. Donc, celui-ci, on va rajouter une troisième courbe qui correspond au fix-in dollar-mat. Donc, il s'agit de l'historique du fix-in. À noter que depuis 2024, on s'est basé sur le fix-in midi 30 qui est publié, plutôt le BFIX midi 30 qui est publié par Bloomberg. Et donc, on voit clairement que la courbe, donc justement grise, présente à un certain moment des gaps ou des décalages entre cette courbe justement en gris qui correspond au fixing et la courbe dollar-mad, donc qui n'est pas impactée par la liquidité. Donc, c'est là où on voit justement toute l'importance de cette deuxième notion qui est la liquidité qu'on qu'on essaiera de définir par la suite. Donc, comme on l'a expliqué auparavant, donc la valeur du dirham est d'abord fixée en se basant sur l'euro-dollar. Puis, elle va être ajustée par ce facteur de liquidité, le tout, bien sûr, dans le respect des bandes de fluctuation telles que régit actuellement, donc les plus ou moins 5%. Donc, cette liquidité, elle découle on va dire elle découle de la position de change des banques, qui va être elle-même issue du résultat, ou plutôt, pour être plus précise, du prévisionnel justement, du résultat des flux entrants et sortants en devises étrangères au Maroc.
Donc, ce qui peut amener justement une dépréciation du dirham, ce serait une sortie massive de devises. À titre d'exemple, si demain la campagne agricole au Maroc s'avère difficile pour cause de sécheresse, les importations de blé vont augmenter, ce qui va générer un assèchement ou un appauvrissement en devises étrangères. Donc, mécaniquement, la liquidité se resserre, les prix vont augmenter et donc on assistera à une dépréciation du dirham. Ce sera la même chose pour la facture énergétique, sachant que c'est une facture qui est quand même relativement incompressible. La hausse du prix de la matière première va venir directement impacter les flux sortants et donc augmenter la valeur de la devise étrangère contre le dirham et donc une dépréciation du dirham. Donc, ce sera exactement le cas pour les dividendes. Donc, plusieurs facteurs vont impacter justement cette dépréciation du MAD. A contrario, lorsque les recettes vont augmenter, donc à titre d'exemple pendant la recette estivale, ou encore lorsqu'on a par exemple une hausse des exportations en phosphate ou des recettes liées au phosphate, ce facteur de liquidité va se détendre. Il va permettre au dirham justement de s'apprécier, le tout bien entendu dans le respect des bandes de fluctuation. Donc pour résumer, c'est vraiment un équilibre entre les flux entrants et sortants qui va venir impacter ce cours de sortie de vide contre dirham. Je me permets également de noter que ce facteur de liquidité va évoluer tout au long de la journée. Il ne s'agit pas d'un facteur qu'on va établir de temps en temps, mais en fait, il va évoluer tout au long de la journée pour refléter cette position globale et également refléter l'appétit des opérateurs pour un sens ou un autre, est-ce qu'ils seraient plus enclins à acheter des devises ou à vendre des devises. Alors, après avoir donc essayé un petit peu de définir cette notion de liquidité, on va essayer de regarder un petit peu plus en détail son évolution lors des deux phases d'élargissement. C'est ce que vous pouvez voir sur le graphique en haut à gauche, donc le spread de liquidité versus les bandes. Donc, on voit clairement que il y a eu un vrai resserrement de la liquidité, donc de plus de 6% au premier trimestre 2020, donc avec la première phase, suite à l'annonce du second élargissement, donc qui nous a quand même rapproché de la vente supérieure de 5% et qui peut être expliqué par plusieurs facteurs. Donc le premier étant déjà l'élargissement de la vente. Ça a poussé vraiment plusieurs opérateurs à couvrir leur position à l'import, donc resserrant mécaniquement le marché. On va également parler du marché interbancaire qui avait besoin de s'adapter petit à petit à cette nouvelle bande. Et donc, justement, c'est ce qui a expliqué cette hausse relativement rapide et ce resserrement relativement rapide de la liquidité. Et il va s'en suivre une période où de janvier, donc à partir de 2020 jusqu'à fin 2021 quasiment, où la liquidité va commencer à se détendre. On constatera vraiment une baisse de moins 8,5%. Et grâce notamment à une bonne tenue des recettes MRE et une hausse relative des exportations comparée aux importations, bien sûr. On ne dit pas que les exportations étaient supérieures aux importations, mais c'est vraiment cette hausse relative des exportations par rapport à l'évolution des importations. Nous allons par la suite entamer un nouveau cycle de resserrement de la liquidité qui va s'expliquer principalement donc, par la flambée du prix de matières premières. Et d'ailleurs, on voit que la liquidité a atteint les plus 5, donc le haut de la bande. Donc, en effet, pour le même bateau importé, le coût était beaucoup plus élevé. Il pouvait être 30 à 40, voire même 50% plus cher. Donc, les flux sortants étaient donc plus importants. Et donc, ça a amené de ce fait la liquidité à se resserrer et pour justement aller chercher cette fameuse bande de plus 5%. Donc, depuis l'année 2023, on constate que le prix de la matière première a commencé à se détendre. Les exportations se sont maintenues relativement aux importations, pardon. Et on a également des opérateurs de marché qui ont apprivoisé ce nouveau mode de fonctionnement de dirham. Et donc, on constate que cette liquidité est en train de se détendre au fur et à mesure. Et elle permet au dirham de s'apprécier pour aller chercher à peu près le mid. Là, ça fait quand même plusieurs mois qu'on tourne autour du mid. On peut aller chercher les moins 1, moins 1,5%. Quand je parle du mid, c'est le fameux 0%. Donc, voilà. On peut aller chercher les moins 1,5%. En prévision justement des campagnes estivales.
Et toujours dans ce trend baissier, quand vous regardez sur sur cette baisse, cette dernière baisse de moins 6%, il y a par moments des petits sauts où la liquidité se resserre. Et donc, ce sera dû à vraiment des éléments, soit des périodes cycliques, notamment avec les périodes de campagne agricole. On va avoir également des flux exceptionnels, par exemple des cessions en capital, qui vont venir justement resserrer la liquidité par moment. Et puis, elle va reprendre son trend baissier au fur et à mesure. Alors, si on regarde maintenant le second graphe en bas, et donc si on s'attarde un petit peu, il essaie de montrer un petit peu cette volatilité de la liquidité, la volatilité du panier, donc l'euro-dollar, et la volatilité de référence du dollar MAD. Donc, on constate vraiment que le MAD aujourd'hui connaît des phases de volatilité importantes depuis le début du processus d'élargissement des bandes. La liquidité aujourd'hui est en train vraiment de représenter une part de plus en plus importante dans ces fluctuations. Donc, on va avoir même des pics de volatilité de liquidité qui vont dépasser même la volatilité de l'euro-dollar. Et donc, dans la configuration actuelle, ce dont il faut prendre en conscience, c'est vraiment que, enfin, à titre, je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus concret, c'est que, admettons que votre euro-dollar augmente aujourd'hui, dans la logique initiale, on va dire avant élargissement, vu qu'il y avait très peu de volatilité, en général, votre euro-MAD allait augmenter également. Aujourd'hui, vous n'êtes pas à l'abri que lorsque l'euro-dollar augmente, du fait de la liquidité, vous allez avoir un euro-dirham qui va baisser. Et justement, tout cela s'explique par cette fameuse notion de liquidité. D'ailleurs, vous regarderez par certaines périodes où vous voyez clairement que la volatilité de la liquidité vient dépasser largement la volatilité panier de l'euro-dollar. Alors, cela va venir vraiment nous amener vers cette dernière partie qui est justement celle de la couverture de ce fameux risque de change, puisqu'aujourd'hui, vraiment, les banques on considère que depuis cet élargissement des banques, les risques auxquels sont confrontés les acteurs locaux les exposent vraiment à des fluctuations beaucoup plus importantes. Alors, je voulais d'abord parler de ce qu'on appelle le risque de change économique et comptable. Donc, en gros, d'un point de vue, on va dire, comptable et a posteriori des opérations, on va avoir un risque de change économique, ce qui va être l'écart total entre le prix retenu au moment de la décision de gestion, on va dire, et la valeur au moment du règlement financier. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est vraiment l'expression définitive du risque de change sur laquelle va porter toute la transaction. Aujourd'hui, d'un point de vue comptable, seul justement ce risque, on va dire, comptable apparaît sur votre compte de résultat. Donc, c'est l'écart entre le montant que vous allez comptabiliser et le montant que vous allez régler. Donc, en complément de ce risque, vous avez un risque résiduel qu'on va appeler aujourd'hui, donc le risque de change commercial. Qui justement le montant, on va dire c'est entre le montant retenu à la commande et ce montant que vous allez enregistrer en comptabilité. Alors, je me permets de noter que ce schéma est orienté à l'import, mais c'est exactement le même raisonnement à l'export, donc c'est totalement réplicable à l'export. Donc, durant tout ce process, sachez que vous avez vraiment la possibilité de couvrir vos opérations, ou plutôt couvrir votre risque, afin justement de sécuriser vos marges commerciales, de préserver une certaine compétitivité et surtout atténuer la volatilité sur votre compte de résultats. Alors, une petite précision sur le sujet de couverture. Quand je parle de couverture, il ne s'agit pas uniquement de la couverture par instrument financier, mais vraiment de tout élément qui peut vous aider à contenir ce risque de change. Puisque vraiment, les moyens de couverture sont totalement différents et vont s'adapter à votre scénario de risque et à votre exposition, qui va être vraiment complètement différente d'un moment à un autre. À titre d'exemple, vous allez être importateur, ou plutôt vous allez être importateur et exportateur dans la même devise. Sachez que vous avez la possibilité de contenir ce risque en utilisant une partie de vos recettes. Comme on l'a dit tout à l'heure en présentant, vous avez la possibilité de garder une partie de vos recettes en devise sur votre compteur de devise pour régler vos importations. Donc, et bien sûr, selon les modalités de l'instruction générale de l'Office d'échange. Donc, vous allez rester quand même en risque sur le reliquat des recettes non utilisées pour vos règlements. Alors, si dans le cas où vous importez en euros et en dollars et que vos importations reflètent plus ou moins le panier 60-40, vous êtes à ce moment-là naturellement couvert contre le risque euro-dollar. Il va vous rester à ce moment-là le risque liquidité à couvrir.
Si par contre vous êtes uniquement importateur ou exportateur dans une seule devise, vous êtes totalement soumis aux fluctuations, donc aussi bien de l'euro-dollar et de la liquidité. Donc, vraiment, plusieurs possibilités de couverture peuvent s'offrir à vous et vous pouvez réfléchir justement à mettre en place des instruments de couverture financiers donc, qui seront bien sûr autorisés par l'Office d'échange. Donc, nous allons essayer de détailler rapidement, je ne voudrais pas trop m'étaler, mais nous allons essayer de détailler rapidement ces produits. Sachez juste que vraiment, il y a tout un accompagnement qui est fait par les équipes de la salle des marchés, vraiment pour vous guider dans votre stratégie, dans son choix, dans sa mise en place, dans son suivi. Vraiment, j'insiste là-dessus. D'ailleurs, pour pouvoir gérer ce risque, un des éléments les plus vraiment importants, c'est vraiment comment gérer votre risque de change. Il s'agit vraiment, il me semble que le plus important aujourd'hui, c'est d'identifier votre risque avec précision. C'est-à-dire où se situe mon risque dans mon processus d'activité. Quel est votre sens? Que vous êtes à l'import, à l'export, vous êtes les deux, quel est votre horizon de couverture? Vraiment, il est primordial de définir ça correctement. Par la suite, il faudra être capable de mesurer justement et de quantifier ce risque. À titre d'exemple, je reste en position ouverte. Quel serait l'impact sur mon activité? À contrario, je lock ma position à un certain niveau. Quel serait l'impact aussi bien positif que négatif sur mon activité? Donc, vraiment, l'accompagnement est primordial lors de ces phases préliminaires. Et une fois que votre exposition au risque de change est correctement valorisée, c'est à ce moment-là que l'on peut passer à la phase suivante, qui est celle de définir une stratégie selon votre aversion au risque, selon votre trésorerie, selon les produits que vous souhaitez mettre en place et la complexité justement des produits que vous souhaiteriez potentiellement mettre en place. Donc, une fois qu'on lock tous ces éléments-là et qu'on définit bien votre stratégie, c'est là où on essaiera d'établir ensemble vraiment les points d'entrée qui vont vous permettre justement de mettre en place cette stratégie. Le dernier point, on va dire, qui rejoint ce qu'on vient de dire, il faut vraiment faire un suivi, un pilotage de vos stratégies tout au long, puisqu'on est dans un marché qui est en mutation permanente. Et l'idée vraiment est de faire évoluer votre stratégie en fonction des conditions de marché. Alors, on arrive à la fin justement sur les types de produits que l'on propose par Tijali. J'ai juste, alors ce n'est pas la totalité des produits, mais simplement un petit panel de produits que je souhaitais un petit peu vous détailler. Donc, le plus connu en termes de couverture, ce sera le change à terme. Il vous permet de figer aujourd'hui un cours d'achat ou de vente dans la devise souhaitée pour une livraison future. C'est vraiment un engagement ferme de la part des deux parties. À titre d'exemple, vous avez un règlement d'1 million de dollars dans 3 mois. Vous dites le niveau de dollar aujourd'hui me semble intéressant. Vous souhaitez éliminer ce risque de change. Pour connaître soit votre coût de revient, votre marge commerciale, vous allez mettre en place un change à terme pour 1 million de dollars, par exemple, sur 3 mois, à un cours que l'on va définir aujourd'hui. Donc, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est comment définir ce cours à terme? Alors, ce cours à terme va dépendre de plusieurs paramètres. Il va s'agir du cours spot, le jour de la conclusion de l'opération, ce qu'on appelle cours au comptant, plus ou moins les points de swap. Et ces points de swap, justement, ça vont représenter le différentiel de taux d'intérêt entre le taux d'intérêt domestique et le taux d'intérêt en devise étrangère sur la période à couvrir. Et je tiens à préciser que ce différentiel de taux, il peut être aussi bien positif que négatif. Lorsque vous êtes en report, c'est-à-dire que les points de swap sont positifs, ça signifie que le taux domestique est supérieur au taux étranger. Donc, en d'autres termes, le cours à terme va être supérieur au cours spot. Au contraire, lorsqu'on est dans une situation de déport et que les points de swap sont négatifs, ça va impliquer que le taux local et domestique est inférieur au taux étranger. Donc, le cours à terme sera inférieur au cours spot. Donc, l'avantage de ce change à terme, c'est vraiment de pouvoir maîtriser votre coût de revient et votre marge commerciale, comme on l'a dit. C'est quand même un produit qui est relativement simple et qui ne nécessite pas de suivi particulier. Vous avez également une certaine flexibilité sur les dates d'échéance, puisque en cas de décalage, vous avez la possibilité soit de faire des levées anticipées ou des prorogations pour décaler votre date de règlement.
Je tiens également à vous parler on va dire des avantages, mais également des limites de chaque produit. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut être certain de l'existence de l'opération sous-jacente. Parce qu'il s'agit, comme je l'ai dit au départ, d'un engagement ferme de la part des deux parties à livrer les devises, à recevoir du dirham. Donc, l'annulation de la couverture, elle peut avoir un impact ou un coût en fonction de l'évolution des coûts de marché, des conditions, pardon, de marché. Et pour ça, vraiment, je tiens à faire une petite parenthèse équivoque, que ce soit pour le change à terme ou pour tout engagement sur les produits de couverture. C'est au Maroc et selon les instructions de l'Office d'échange, les opérations de couverture n'ont pas de vocation spéculative. Alors, je vais me permettre de citer l'extrait de l'IJOC qui dit que justement les instruments de couverture doivent être adossés à des opérations courantes en capital et ont pour objectif de réduire ou d'annuler le risque et ne doivent en aucun cas consister en une prise de risque supplémentaire en vue de tirer un profit. En d'autres termes, c'est que vous devez être quand même sûr c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, pour vous traduire cela, c'est-à-dire que même si demain vous souhaitez annuler cette opération et que vous avez un mark-to-market positif, vous ne pouvez pas encaisser ce mark-to-market. Voilà, puisqu'il n'y a pas, on ne met pas en place ces produits dans un but spéculatif, mais uniquement pour couvrir une certaine opération et un certain sous-jacent qui existe. Alors, enfin, donc pour reprendre juste les limites, donc ce qu'on disait, vous devez quand même connaître votre horizon de couverture. Est-ce que vous souhaitez vous couvrir sur 1 mois, 6 mois, 1 an, voire même? Alors, vous avez également ce que l'on appelle un manque à gagner en cas d'évolution favorable du cours à échéance. En d'autres termes, pour vous donner un exemple concret, vous couvrez une embarcation, admettons aujourd'hui à 9,70. Arrivé la date d'échéance, le cours au comptant est à 9,50. Donc, il ne s'agit pas d'une perte, mais de ce qu'on appelle un manque à gagner. C'est-à-dire qu'à la mise en place, votre niveau en dollars à 9,70, vous convenez. Et donc, c'est exactement ce que vous allez encaisser et décaisser aujourd'hui. Donc, il faut vraiment être conscient du fait que lorsqu'on met en place une couverture à terme, vous prenez la décision de sortir du marché et de ne plus subir les fluctuations du marché. Donc, en d'autres termes, la comparaison au cours spot serait un petit peu, n'a pas réellement de sens. Parce que le cours spot, à ce moment-là, à échéance, peut être aussi bien à 10 ou à 9. Donc, vraiment, cette couverture vous permet de retrouver, on va dire, votre fonction primaire, qui est la gestion justement des risques inhérents à votre propre activité, à votre business, et non pas au risque marché. Alors, une fois que j'ai parlé du change à terme, j'espère avoir été claire dessus. Je voudrais introduire une autre notion, qui est une deuxième typologie de produits, qui sont les options vanille. Alors, comme vous pouvez le lire sur la slide, une option de change est un instrument de couverture du risque de change qui accorde à son détenteur le droit et non l'obligation d'acheter ou de vendre à une échéance donnée vos devises à un cours prédéterminé que l'on va appeler le strike ou le prix d'exercice. Donc, dans le cas d'un règlement en devise, vous êtes totalement protégé à la hausse et vous profitez à 100% de la baisse. C'est ce qu'on va appeler un call. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir sur la droite avec son profil de gain. Concernant le cas d'un exportateur, vous êtes totalement protégé contre la baisse de la devise et vous allez profiter à 100% en cas de hausse. C'est ce que l'on appelle un put. Donc justement, le fait de profiter à 100% de cette hausse ou de cette baisse dépendamment de votre profil est l'un des principaux avantages de ce produit. Et sachez que vous pouvez également bénéficier d'une certaine flexibilité au niveau des strikes, ou plutôt des niveaux de protection. La prime va être calculée vraiment sur le niveau d'exercice que vous souhaiteriez mettre en place. Donc, tout comme le terme classique, c'est un produit qui quand même vous permet de sécuriser votre coût de revient. Mais l'inconvénient principal, comme on l'a dit dès le départ, c'est que vous devez mobiliser de la trésorerie à la mise en place de la couverture. Donc, il faut vraiment rajouter le coût de la prime. Donc, c'est pour ça que sur les graphiques, vous voyez que sur le résultat, au niveau de l'intersection de la courbe, l'intersection se fait au niveau de K plus P ou du K moins P, c'est-à-dire au niveau du strike plus le P, donc qui est la prime. Alors, admettons que ce produit vous semble quand même relativement intéressant, plutôt qu'il vous intéresse, et que vous soyez, mais on va dire que vous ne soyez pas trop enclin à décaisser cette fameuse prime.
sachez que vous avez la possibilité de mettre en place d'autres stratégies qui sont des combinaisons optionnelles qui vont vous permettre de réduire le coût de cette fameuse prime, qui peut même des fois être nulle. Et c'est ce qui va justement nous ramener au prochain exemple qui est le tunnel zéro cost. Donc, il s'agit vraiment d'une combinaison de l'achat et de la vente d'options de sens inverse, de telle façon que les prix vont se compenser justement partiellement ou totalement. Donc, dans le cas du zéro cost, elles se compensent bien sûr totalement. Donc, le coût de la prime achetée sera compensé par le coût de la prime vendue. Donc, le tunnel zéro cost va vraiment vous assurer une protection totale contre une évolution défavorable du marché. Donc, vous êtes totalement protégé. Mais il va également vous permettre de profiter d'une évolution favorable du marché jusqu'à un certain niveau. Alors, je préfère parler avec des exemples concrets. J'ai fait une petite simulation que vous pouvez voir à droite, donc c'est une simulation à l'import. L'exemple, enfin, vous pouvez totalement la répliquer à l'export. On peut vous coter à l'export sans aucun problème. Donc, admettons que toujours vous soyez un importateur, que vous ayez un règlement dollar prévu pour la fin de l'année, vous décidez à ce moment-là de rentrer dans un tunnel zéro cost avec un cours plafond à 9,6650 et un cours plancher de 9,6350. Donc, à la date d'échéance, il y a plusieurs scénarios qui peuvent se produire. Admettons que le jour de l'échéance, le cours spot est au-dessus de 9,6650. Vous achetez vos dollars à 9,6650. En d'autres termes, vous êtes totalement protégé contre la hausse au-dessus de 9,6650. Alors, au contraire, pour le deuxième scénario, plutôt pour le second scénario, admettons que le dollar, le jour de l'échéance, est dans ce fameux couloir. Vous êtes entre les 9,6650. Admettons que l'on soit à 9,65 pour plus simple. Vous allez acheter votre dollar au cours spot. Si le dollar est en dessous de 9,6350, vous ne pouvez plus profiter justement de la baisse et vous allez acheter vos dollars à 9,6350. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes totalement protégé à la hausse et vous profitez en partie de la baisse. Pour le cas d'un importateur. Pour le cas de l'exportateur, ce sera le contraire, où vous serez totalement protégé contre la baisse et vous profiterez partiellement de la hausse. Donc, on voit vraiment clairement les avantages de ce produit. Donc, comme c'était l'évolution, couverture totale contre une évolution défavorable, un bénéfice partiel de l'évolution favorable des cours et une prime qui peut être égale à 0. Donc, dans le cas du zéro cost, elle peut être égale à 0. Pour les limites, encore une fois, on constate ce que l'on a évoqué dès le départ, donc ce manque à gagner. Effectivement, si on est en dessous des 9,6350, vous êtes obligé d'acheter vos dollars à 9,6350 par exemple, alors que sans couverture, vous l'auriez acheté plus bas. Mais reste à savoir si le scénario 3 va se produire ou pas. Alors, on va passer maintenant au tunnel asymétrique. Donc, le tunnel asymétrique vous permet de fixer un couloir délimité par une borne inférieure et une borne supérieure, tout comme le tunnel classique. Mais la différence de ce produit est que le montant exact que vous allez acheter à échéance, ou que vous allez vendre d'ailleurs, ne sera connu qu'à la date d'échéance, et ce, dépendamment du cours justement à l'échéance. Je précise juste que ce n'est pas un montant indéfini. Certes, le montant n'est pas connu aujourd'hui, mais le ratio, c'est-à-dire le montant maximum que vous pouvez acheter ou vendre, est défini dès le départ. C'est le sort de la couverture qui n'est connu qu'à la fin. Alors, je fais une petite parenthèse. Pour le tunnel asymétrique, c'est un produit que l'on propose, mais ce n'est pas un produit qui permet une couverture parfaite. On va parler de l'exemple. On va parler d'exemple et je pense que ce sera beaucoup plus parlant par la suite pour vous expliquer ce point. Donc, si on reprend exactement le même exemple que tout à l'heure, donc toujours importateur en dollars, vous êtes exposé à la hausse du dollar, vous souhaitez vous protéger, vous décidez de rentrer dans un tunnel asymétrique. Donc, pour 500 000 $, avec une borne supérieure à 9,6450 et une borne inférieure à 9,60. Alors, je vous mets juste sur la slide d'avant. Vous voyez que les niveaux de couverture qu'on avait auparavant sont beaucoup plus élevés que ceux du tunnel asymétrique, pour la simple raison
qu'aujourd'hui, avec un ratio que vous avez choisi de 1 pour 2, il vous permet de bonifier. Et donc, c'est l'objectif justement du tunnel asymétrique, c'est de bonifier le plafond, que ce soit à la borne supérieure ou encore le cours plancher. Alors, si on observe un petit peu le dénouement de ce produit, en cas de hausse du dollar au-dessus de la borne supérieure, vous achetez 500 000 $ à 9,6450. Si vous êtes dans le tunnel, admettons à 9,62, vous allez acheter votre dollar ou le nominal que vous souhaitez à 9,62, puisque il n'y a plus de conditions à ce niveau-là. Enfin, si on est dans le cas de la baisse du dollar, donc en dessous de la borne supérieure, vous devez acheter non pas 500 000 $, mais 1 million de dollars à 9,60. Donc, en d'autres termes, vous êtes engagé pour 2 fois le montant. Donc, aujourd'hui, effectivement, vous vous retrouvez à acheter, admettons que vous achetez 1 million de dollars à 9,60 dans le troisième scénario, mais n'oubliez pas que pour le premier scénario, vous n'avez acheté que 500 000 $. Si vous êtes initialement engagé à 1 million de dollars, là aujourd'hui, vous ne pouvez acheter votre million de dollars que dans le cas du scénario 3. Et donc, c'est justement pour ça que je ne parle pas de couverture parfaite, mais vraiment, c'est un produit d'optimisation de couverture. Donc, pour les avantages, on les a déjà, je pense, énoncés tout au long de mon discours. Donc, vous avez une protection contre une évolution défavorable du cours d'échange, un niveau de couverture qui est beaucoup plus favorable que le tunnel symétrique. Vous avez également une flexibilité en termes de niveau de protection et une prime réduite, voire même nulle. Concernant les limites, vous êtes engagé justement à acheter une fois le nominal en dessous de la borne inférieure. Alors, pour le dernier produit que je souhaitais vous présenter, j'espère que je ne me suis pas trop attardée. Alors, vous avez ce que l'on appelle l'option participative. Elle vous permet vraiment une protection totale contre les variations défavorables des cours de change et vous permet quand même de profiter d'une évolution favorable à hauteur d'un certain pourcentage qui est déterminé. Alors, pour résumer, l'option participative, c'est vraiment la combinaison d'une option vanille et d'une opération à terme. C'est-à-dire que vous avez un engagement ferme sur une partie du nominal, donc à travers l'opération à terme, et vous profitez d'une évolution favorable du cours pour le reste du nominal qui se fera à travers l'achat de l'option. Donc, si on regarde l'exemple du call participatif à droite, donc toujours dans le même cas de figure, vous avez 1 million de dollars, échéance 31 décembre. Vous décidez de rentrer dans un call participatif avec un pourcentage de participation à hauteur de 50%. Le strike est à 9,74. En d'autres termes, si vous êtes à l'échéance, le dollar s'apprécie au-dessus de 9,74, vous allez prêter 1 million de dollars. Excusez-moi, une petite coquille qui s'est glissée. Donc 1 million de dollars au cours de 9,74. Au contraire, si le dollar baisse à l'échéance, donc il se déprécie en dessous de 9,74, vous allez acheter 500 000 dollars donc à 9,74 et 500 000 dollars au cours marché. Donc, en d'autres termes, vous allez profiter pour une partie du nominal. Ici, on a choisi 50%, donc vous allez profiter pour une partie du nominal de la baisse du dollar mat. Alors, à noter que le cours sur lequel vous allez couvrir, donc 9,74, est beaucoup plus élevé que le cours à terme normal, pour la simple raison que l'achat de l'option dont on a parlé tout à l'heure est intégré, donc le coût de cette prime est intégré dans le prix de l'exercice et c'est ce qui explique ce niveau de 9,74. Alors, concernant les avantages, vous êtes totalement protégé contre une évolution défavorable des cours. Vous bénéficiez d'une évolution favorable pour une partie du nominal, à hauteur justement de la participation et qui est totalement flexible. Vous pouvez choisir la participation que vous souhaitez. Donc, plus vous allez augmenter le nominal sur lequel vous souhaitez participer à l'évolution favorable, plus le coût de la prime sera élevé, donc plus le niveau de couverture figée sera élevé. A contrario, moins vous participez et plus votre strike se rapprochera du cours à terme classique. Donc, concernant les limites de l'option, vous avez un cours qui est dégradé par rapport au terme classique et vous pouvez également avoir un manque à gagner sur une partie de nominal, donc sur la partie terme, dans le cas d'une évolution favorable du spot. Voilà, j'espère avoir été assez claire dans mes explications.
Merci beaucoup. Sachez que voilà, vous avez une multitude de produits, de combinaisons de produits que vous pouvez mettre en place. Donc, l'idée vraiment est, Merci. n'hésitez pas à me contacter dans ce sens pour vous accompagner dans cette démarche. Merci beaucoup, Yasmina. Merci Moi, Kamal, je prends j'ai la pas voulu parole. intervenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Victor aussi. On a laissé, parce que bon, c'est une présentation assez relativement longue, mais il y avait beaucoup de précisions Ouais. et surtout des simulations. Et j'ai laissé, parce que je comprends, on a besoin de cas concrets et de cas qui sont des vécus quasiment que les entreprises utilisent, recours auprès de la salle, auprès de chez vous. Et donc, c'est une bonne entrée en matière. Je pense que nous avons eu d'interactions là. Moi, je vous livre un petit peu ce que j'ai vu. Idopadi Safia, qui parle de la suppression du panier de maths, est-elle toujours d'actualité? Quel est le rôle des applications au niveau de l'intelligence artificielle, de l'intelligence artificielle dans la gestion du risque de change et dans le processus de prise de décision? Quel est l'impact de ces nouveaux outils sur le rôle des experts conseillers en salle de marché? Deux questions. Est-ce que le panier va sauter? On parle de ce panier, donc finalement, à chaque fois, on dit il va évoluer, pas évoluer. Et puis aujourd'hui, on a un petit peu, effectivement, on a des process, on a des nouveaux concepts, on a de l'intelligence artificielle qui rentre un petit peu en jeu. Est-ce qu'elle va changer quelque chose au niveau de la salle? Ce sont des questions à toi, Yasmina, si tu peux répondre brièvement à ces deux questions. Excuse-moi, Kamal, je t'entends pas du tout, donc j'essaie juste de... Si tu peux juste Tu m'entends pas? reformuler... Est-ce là, je que, t'entends. Alors, excuse-moi. Juste au niveau des questions, j'ai pas du tout entendu ce il que y a tu me une disais. question, la première question parle de la suppression du panier MAD. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Parce que c'est un sujet qui revient souvent. Et Alors, puis une deuxième effectivement. question. Puis Effectivement, une deuxième question, on parle oui. de l'entrée en force de l'AI au niveau de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle va changer des choses au niveau de process et de notre manière de travailler avec les clients, tout simplement? Parce que ce sont des choses qui vont venir certainement bouleverser, que les banques travaillent dessus. Ce sont des choses qui vont bouleverser la donne. Voilà, à terme. Deux questions, des réponses brèves, s'il te Donc, plaît, alors, Yasmina. j'ai pas très bien entendu la deuxième question, je suis désolée, mais je vais d'abord La commencer deuxième juste par question, la deuxi- la première question, si tu permets. Donc, effectivement, aujourd'hui, il est clair qu'on va vers un désancrage justement du panier. Effectivement, c'est quelque chose qui a été potentiellement annoncé, mais l'horizon, aujourd'hui, on n'a pas du tout d'horizon. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui si c'est quelque chose qui se fera demain ou dans un an ou dans plusieurs années. C'est un process. Comme j'ai vraiment insisté dans la présentation, je suis désolée si j'ai été un peu longue, mais j'insistais vraiment donc, pour parler toutes ces notions aujourd'hui, notamment de liquidité, donc qui montrent cette phase d'ouverture et de ce début de flexibilisation où on a laissé vraiment au dirham plus de marge de manœuvre pour fluctuer. On a laissé au dirham plus de volatilité et justement pour s'orienter vers par la suite un désancrage total du panier. Par Une contre, deuxième sur chose, l'horizon, pardon. je ne peux pas vous dire aujourd'hui quel sera l'horizon de ce désancrage. Oui. Il y a une deuxième question sur l'arrivée en force de l'intelligence artificielle, un petit peu, hein. On en parle. Tu m'entends maintenant, Yasmina? Tu m'entends sur ça? Est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je t'en prie. Oui, oui, Est-ce je que t'en prie. l'entrée en force, un petit peu, ces bouleversements aujourd'hui de l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle aura un impact? Probablement, mais à quel niveau sur ces opérations de change et sur cette manière de travailler avec les clients? Est-ce que ce sont des choses qui vont venir bouleverser un petit peu la donne? Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que vraiment, on s'inscrit déjà dans un processus de digitalisation. Effectivement, l'intelligence artificielle vient aujourd'hui accompagner certains process ou certaines mesures. On est aujourd'hui au niveau vraiment de Tijari Wafa Bank en train d'essayer de développer justement plusieurs, que ce soit sur les sites internet, sur l'accès à l'information, etc. C'est des choses que vraiment on accompagne au fur et à mesure. D'ailleurs, au niveau de la salle des marchés, aujourd'hui, vous avez l'accès
vous avez la possibilité d'accéder à la salle des marchés à travers une plateforme. C'est quelque chose qui est envisageable et que l'on continue de peaufiner à travers justement de nouvelles approches qui vont venir nous accompagner. Mais c'est-à-dire que le travail de base, et je sais ça que je dis, l'humain va toujours rester derrière ces éléments-là. Vraiment, le sentiment marché, etc., et celui des opérateurs aujourd'hui au Maroc est quand même très important. Et on ne peut pas venir le nier. Et c'est ce qui va venir justement créer cette volatilité sur le marché. Alors certes, l'intelligence artificielle est là pour nous accompagner dans ces process, mais ne va pas prendre le pas, en l'occurrence, sur D'accord. l'aspect humain, tout simplement. Merci. Merci beaucoup. Pour toi, Victor, il y a Diab Wafa qui nous dit comment les entreprises peuvent-elles s'adapter à un environnement économique global changeant pour mieux gérer le risque de change? Et finalement, la question à Yazini Fatem Zahra qui dit comment finalement activer les bons leviers? Victor? Après, je pense que la crise en Ukraine et ses répercussions, nous ont bien montré en fait qu'on a beau être bien préparé et même avoir essayé des outils comme de couverture comme ceux qui sont proposés par Attijari, il y a beaucoup d'impacts qui sont difficilement en fait mesurable ex ante. C'est qu'il y a quand même pas mal des éléments qui ne peuvent pas être pricés en avance. C'est ce que disait Yasmina, il y a des éléments qui peuvent être pricés, des décisions de politique monétaire, d'orientation des taux d'intérêt ou de modification le, de la conception du régime de change. Est-ce que la Banque centrale va peu à peu élargir sa bande de fluctuation ou est-ce qu'elle va changer la composition de son panier de devises? Ce qui n'empêche pas en fait qu'il y a un aléa qui est malheureusement quasiment imprévisible et qui peut être lié à des événements externes. Mais c'est justement là où la Banque centrale du Maroc arrive à tirer son épingle du jeu, c'est que au vu du processus de diversification, d'intégration dans les chaînes de valeur, diversification des réserves, tout ce qui fait aussi au niveau de l'amélioration du climat des affaires, ça permet d'assurer une certaine forme d'assise monétaire et financière qui permettra, en cas de besoin, d'intervenir pour éviter qu'il y ait une volatilité qui soit considérée comme indésirable, même si on va nécessairement avoir un petit peu plus de volatilité. Donc, le meilleur moyen, c'est d'avoir toujours une lecture assidue des principaux indicateurs financiers qui peuvent avoir des répercussions sur les décisions de politique monétaire au Maroc et de les confronter toujours avec ce qui se fait aux États-Unis et avec ce qui se fait en zone euro, parce que c'est là que se joue le principal élément, mais le meilleur moyen, en fait, c'est de solliciter des outils de couverture de change et toujours, du coup, être bien vigilant sur les horizons de temps et le type de marché dans lequel on évolue, et si c'est parce qu'on est plutôt orienté à l'export ou à l'import. Mais malheureusement, celui qui sait exactement comment les entreprises peuvent s'adapter au mieux, il aurait déjà trouvé une solution miracle et malheureusement, celle-ci n'existe pas. Mais on peut être rassuré en tout cas, c'est comme ça que c'est perçu notamment, et c'est pour ça que moi, je pense que c'est intéressant aussi que je vous lise ces sentiments-là, parce que moi, je ne suis pas marocain, je ne travaille pas au Maroc, je n'ai pas cette vision de terrain, mais en revanche, nous, on intègre dans nos scénarios ces évolutions-là, et d'avoir une perception de l'extérieur, et globalement, l'image qui est renvoyée, c'est que malgré de la volatilité un petit peu sur le court terme, on n'a pas de perspectives qui sont défavorable au Maroc. Au contraire, on a plutôt sur une perception que cette intégration accrue dans les réserves, dans les chaînes de valeur, va permettre au Maroc de tirer son épingle du jeu et du coup de réduire ces risques qui sont liés à des problèmes de liquidité. Il y a une deuxième question, une question qui me venait tout à l'heure pendant l'échange, Victor. On parle des BRICS, hein, on en avait parlé, hein. Est-ce que c'est quelque chose qui va influer sur le cours des choses? Aujourd'hui, bon, on a vu, c'était 6, maintenant je crois que c'est 11 ou 12 hein, qui sont des membres, avec des effets d'annonce. Est-ce que c'est quelque chose qui va influer sur le cours de change, finalement, sur la devise, d'une manière générale? Et est-ce que le niveau des devises, des fonds de réserve, est un élément impactant au niveau de l'attractivité, au niveau des chocs, finalement, pour un pays donné? Je prends par exemple, même pour l'Union européenne. L'Union européenne, elle est exposée parce qu'elle est euro chez elle, mais elle commerce avec les autres pays, notamment en dollars. Le monde est dollarisé. Mais est-ce que les BRICS vont venir peut-être changer un petit peu les choses? Alors, C'est une question hmm, qui se pose pour les souvent, BRICS, mais
Il faut bien distinguer deux choses. C'est que les BRICS, ils ont déjà changé l'ordre du monde, et notamment la Chine, au vu de son poids commercial très élevé et de son poids de plus en plus élevé au niveau des investissements internationaux. Donc ça a vocation, en fait, c'est l'ordre naturel de marche du monde. C'est que les pays des BRICS ont déjà eu un impact très fort sur les flux commerciaux et commencent à l'avoir sur les flux financiers. Il n'y a pas forcément que la Chine, hein, sur les flux financiers. On peut même penser à des pays qui ne sont pas dans les BRICS, mais comme les Émirats, et d'ailleurs qui jouent un rôle important parce que c'est le deuxième partenaire hors zone euro du Maroc pour les IDE. Et en revanche, effectivement, tu le mentionnais, Kamal, il y a beaucoup d'effets d'annonce sur l'élargissement des BRICS. Et c'est vrai qu'on pouvait être un peu surpris de voir certains pays être dans l'élargissement des BRICS, typiquement l'Iran, et de ne pas voir des pays qui ont des forts potentiels, notamment dans leur capacité à influer sur les échanges commerciaux mondiaux. Et on peut penser à la Turquie, on peut aussi penser au Maroc, justement. Et que je pense que justement le Maroc va s'inscrire dans cette seconde vague de pays, on va dire, émergents, va avoir un rôle de plus en plus important à jouer, notamment ce qu'on peut voir avec les tensions commerciales mondiales, avec notamment les tensions entre la Chine et le reste du monde par rapport aux ces surcapacités chinoises qui fait que la Chine inonde de produits bon marché, que ce soit l'acier, l'aluminium, les voitures électriques, les batteries électriques, etc. Et que de plus en plus, en fait, on va avoir des pays qui vont servir d'intermédiaires pour justement que la Chine, les États-Unis et l'Europe commercent entre eux. Et typiquement sur les chaînes de valeur, on va dire au niveau européen, Chine-Europe, c'est le Maroc qui présente le plus en plus qui suscite un intérêt croissant. Et ça, justement, ça va permettre à un pays comme le Maroc d'être encore davantage intégré dans les chaînes de valeur pour desservir le marché européen et aussi le marché africain pour des acteurs chinois ou européens. C'est particulièrement important. Et ça, c'est gage en fait de constitution de réserves de change toujours beaucoup plus importantes. Et comme tu le disais, ces réserves de change, elles jouent déjà un rôle très important actuellement au Maroc parce qu'elles sont un outil de primordial pour la Banque centrale pour opérer sur le marché d'échange et pour justement juguler la valeur du MAD au jour le jour. Et de plus en plus dans un contexte où ces réserves de change elles vont peut-être être moins utilisées à cette vocation-là parce qu'on va être rentré dans un régime de change beaucoup plus flexible et avec beaucoup plus de volatilité. La Banque centrale va moins être engagée en fait à assurer une certaine parité de la devise au jour le jour. Et donc, du coup, ces réserves de change-là vont être au contraire une assise beaucoup plus importante pour d'autres types d'activités. Et ces activités-là vont permettre de financer des importations ou de financer des exportations dans des devises qui seront toujours de plus en plus diversifiées parce que je pense que c'est le positionnement stratégique, géostratégique du Maroc, c'est ne pas forcément n'avoir que des réserves de change libellées en dollars et en euros, et on voit vraiment qu'il y a une diversification au niveau international des réserves de change pour les pays émergents, et du coup d'intégrer dans leurs réserves d'autres types de réserves, celles des BRICS, on pense particulièrement à la Chine, parce que c'est le pays qui est le plus en phase, en tout cas, à avancer sur ce processus-là, au vu de son poids dans les échanges commerciaux. Donc voilà, il y a toujours les réserves de change vont avoir un rôle important. On n'aura pas forcément le même regard par rapport à leur usage a priori à long terme si la Banque centrale élargit, passe par un régime de change beaucoup plus flexible. Donc voilà, les réserves de change vont jouer un rôle important. Les BRICS le jouent déjà un rôle important, mais il ne faut pas trop accorder d'importance à l'élargissement à ce stade, parce que c'est plus quelque chose qui est de l'ordre de l'affichage politique, avec une composition assez hétérodoxe des pays, et ça prendrait peut-être beaucoup plus d'importance le jour où d'autres pays seront intégrés. Et je pense qu'un pays comme le Maroc, mais comme aussi d'autres pays émergents très dynamiques à l'export, l'intègre. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, et c'est plus une zone le jour où ça sera vraiment une zone consolidée, on saura qu'il y aura davantage d'échanges entre les pays dans des devises de plus en plus diversifiées. Ça peut être le yuan, ça peut être le réal saoudien, ça peut être beaucoup d'autres devises, des pesos mexicains, et pour l'instant, on n'est pas dans cette configuration-là. Merci beaucoup, Victor, pour ces explications. Il y a des questions qui reviennent, Yasmina. Merci de Ouais. confirmer le montant minimum pour passer dans une opération de salle de marché. Et puis, il y a une autre question pour expliquer la différence entre le report et déport. Je pense que tu es revenu sur ce sujet Oui, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. dans ton Alors, juste, explication sur le ouais. report-déport. Et puis, il y a une autre question que j'ai vue circuler tout à l'heure sur comment optimiser quand on est multidevise, quand on est acheteur, vendeur, ça veut dire exportateur, importateur. C'est quoi le compromis? C'est l'optimisation. Ça veut dire
Il faut Quels sont les venir meilleurs, discuter. Pardon? vous avez dit que lorsqu'on est importateur, les meilleures stratégies lorsqu'on est Notre meilleure importateur et stratégie, exportateur. c'est on est finalement au carrefour de tout. On exporte. Tu l'as dit tout à l'heure, on peut garder une partie des devises. Ça veut dire quoi? C'est C'est ça. l'optimisation, c'est de parler avec un conseiller, c'est de parler avec vous au niveau de la salle, c'est Alors, d'échanger, c'est d'avoir c'est très important parce que je pense, hein, c'est pour l'optimisation, pour avoir le minimum d'impact possible. oui, effectivement. Alors, je salue juste la personne qui a fait ce commentaire, qui est un de mes anciens clients. C'est une petite parenthèse, mais voilà. Bref, mais en tout cas, C'est- comme quoi le monde est petit. Mais tout ça pour dire aujourd'hui, au niveau, il n'y a pas de stratégie vraiment. C'est ce sur quoi j'ai vraiment insisté tout à l'heure. Il n'y a pas une stratégie globale ou type. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment adapter vos stratégies à votre typologie de risque. Admettons aujourd'hui, oui, sur les grandes lignes, effectivement, vous avez de l'export et vous avez de l'import dans la même devise. Effectivement, vous avez la possibilité de garder une partie de vos recettes en devise pour régler donc vos importations. Et donc, mécaniquement, vous allez limiter le montant sur lequel vous êtes en risque de change, puisque, admettons par exemple que ce soit 70% versus 30%, il ne vous restera plus qu'un risque de 30% sur votre, on va dire, un risque sur les 30% de nominal. Par contre, tout cela, il doit être géré. En fait, c'est question aussi de ventilation de flux. Est-ce que vous allez recevoir votre export avant votre import ou non? Est-ce que vous avez la possibilité de le garder? Est-ce que vous avez une problématique de trésorerie? Parce que des fois, on a beau dire loger sur le compte en devise, certes, mais est-ce que vous avez la trésorerie et vous êtes capable de gérer votre trésorerie sans vos Très clair, recettes? Il très y a très un fonds clair. de roulement à gérer, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Et c'est pour ça que vraiment, j'ai insisté tout à l'heure sur le fait qu'au niveau de Tijal et Wafa Bank, on n'est pas là uniquement pour vous proposer des solutions de couverture. On est là pour d'abord définir ensemble le risque que vous encourez, pour le définir clairement, pour savoir quels sont tous les éléments qui entrent en jeu, quelles sont vos contraintes également. On a beau vous proposer tous les produits, est-ce qu'on est sûr que vous comprenez parfaitement ces produits? J'ai évoqué quelques produits tout à l'heure. Est-ce que vous êtes à l'aise avec tous ces produits-là? Quel est le risque quelle est votre aversion au risque, justement? Et c'est la combinaison de ces éléments-là qu'on essaie justement aujourd'hui, sur lesquels on essaie de vous accompagner pour la suite définir une stratégie ensemble. Et c'est vraiment la mise en place de cette stratégie est vraiment simplement une concrétisation de tout l'effort qui est fourni. Aujourd'hui, au niveau de Tijal et Wafa Bank, on souhaite vraiment vous accompagner sur ces phases préliminaires. C'est vraiment le plus important à notre sens. Et par la suite, bien sûr, faire un monitoring, etc., de toutes vos stratégies qui vont justement évoluer au fur et à mesure du temps. Et Je ne une sais pas si question qui j'ai été revient sur assez ce claire. sujet. Ouais, Oui. c'est très clair. Merci beaucoup, Yasmina. Mais une réponse rapide, s'il te plaît. C'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a de plus de PME qui viennent chez vous? Ça veut dire qu'au niveau de la salle, aujourd'hui, est-ce que on parle des corporates, des marchés, donc est-ce qu'il y a des PME? Et finalement, selon la typologie de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, est-ce que c'est l'échange interne qui domine au niveau des transactions, ou c'est le mix, ou c'est les Alors, deux? Donc, de ton retour d'expérience, est-ce qu'il y a ouais. pas mal de PME qui viennent de plus en plus chez vous, donc demander conseil, donc travailler étroite collaboration avec la salle. Et puis surtout, finalement, quel est le mode opératoire? Est-ce que on est sur des couvertures systématiques ou un mix ou des optimisations? Comment tu vois les choses? Alors aujourd'hui, vraiment, on constate que enfin, ces dernières années, que les entreprises prennent de plus en plus conscience justement de l'importance de ce risque de change. Et je pense que beaucoup de gens en ont fait les frais ces dernières années, hein. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, la volatilité sur le compte de résultat est vraiment peut être considérable, puisqu'on a beaucoup plus de volatilité sur vos cours de sortie de devises qu'on prédira. Et donc, ça a suscité mécaniquement déjà un intérêt de la part des différents acteurs et des différentes entreprises, d'une part. Et d'autre part, on a également fait tout un travail de vulgarisation, un travail pédagogique auprès des opérateurs et auprès de nos clients pour justement prendre conscience de l'importance de ce risque de change.
d'une part, et d'essayer justement d'accompagner dans ce sens-là. Donc, effectivement, sur les dernières années, on a eu beaucoup d'introductions. Ce n'est plus uniquement les corporates, les grands corporates que l'on voit au niveau de la salle des marchés. On a beaucoup de PME, de TPME qui sont introduites à la salle des marchés. D'ailleurs, comme je vous disais tout à l'heure, sachez qu'aujourd'hui, vous avez l'accès à travers notre plateforme e-market. L'accès minimum, je pense que ça a également été posé sur le chat, c'est à partir de 2 millions de dirhams, à condition, bien sûr, d'avoir un avis favorable du département risque de TJ Wafa Bank et de la signature d'une convention. Donc, à partir de 2 millions de dirhams, vous pouvez avoir l'accès justement pour avoir un cours bonifié par rapport au cours standard. Donc ça, c'est sur les opérations au comptant. Alors, pour avoir l'accès direct à la salle des marchés, c'est à partir de 30 millions de dirhams, où à ce moment-là, on peut étudier justement les différentes possibilités qui s'offrent à vous, aussi bien en termes de couverture, etc. Excuse-moi, Yasmina, pour préciser, 30 millions de dirhams, c'est le flux annuel d'opérations passées par la salle? C'est ça? C'est les flux à l'international. Le flux, voilà, c'est le flux international. Le cumul des flux à l'international. D'accord, ok, c'est Tout précis. à fait. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, ça, c'était par rapport à votre première question. Pardon. Oui. Allez-y, pour la deuxième question, je m'excuse. Une question pour Victor, pour revenir sur ce que nous disions, parce qu'il y a une stratégie, on parle du risque d'échange, on a envie d'aller en quête, merci tout à l'heure, tu l'as bien précisé, sur la ZLECAf, où les entreprises peuvent respirer dans un ZLECAf-land, hein, au niveau de l'Afrique, et de trouver les jalons et leur continuité. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau macro, le déficit commercial, par exemple, entre les importations, la balance entre les exportations, est-ce qu'il peut être lié finalement à la valeur ajoutée des entreprises dans leur bilan? C'est-à-dire que finalement, l'entreprise doit finalement transformer tout ou partie de ce qu'elle fait pour générer de la valeur. On ne peut pas rester sur un modèle dans une entreprise d'importation pure. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'il y ait, et puis dans un continuum au niveau d'une chaîne de valeur, d'une transformation, tout ça. Est-ce que le fait d'être dans ce mindset d'amélioration de la valeur ajoutée, de la valeur d'une manière générale, contribuerait globalement à baisser ce déficit? Est-ce que tu le vois comme ça? Est-ce que ça peut être une approche, Victor? Ouais, effectivement, c'est une approche. Alors, c'est vrai qu'avec un regard extérieur sur le Maroc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une économie qui est très duale, avec quand même un poids du secteur agricole et qui n'est pas forcément qu'orienté à l'export, qui est encore très importante et qui est même relativement très élevée, même par rapport à d'autres pays qui sont aussi industrialisés que le Maroc. En revanche, ouais, c'est on peut remarquer, c'est que même sur cette dimension-là, il y a de plus en plus une volonté de monter en compétences, et notamment sur tout ce qui est aspect agritech et biotech, et avec notamment tout ce qui est fait au niveau les objectifs que se sont fixés le fonds Mohamed VI en termes d'investissement. Mais c'est vrai que là, à ce stade, on peut voir que pour le Maroc, il y a vraiment une économie peut-être à deux vitesses, avec des secteurs traditionnels très orientés à l'export, mais qui dégagent une faible valeur ajoutée. C'est le textile, c'est notamment tout ce qui est aussi du coup du secteur agroalimentaire, et en revanche des positionnements sur les chaînes de valeur de plus en plus sur des niveaux de technologie qui sont plus élevés, c'est l'aéronautique, c'est l'automobile, et il y a vraiment le modèle des zones franches qui, notamment dans la zone de Tanger, qui fait plus que ses preuves. Et c'est vrai que quand on compare avec d'autres pays, même de la région, quand on compare même au niveau du phosphate, le Maroc, c'est quand même ce pays qui arrive à capter des parts de marché importantes, et qui, quand on voit la situation de la Tunisie d'il y a 15 ans, notamment avec sa prédominance sur le marché du phosphate, maintenant il s'est fait complètement rattraper par le Maroc, et le Maroc est en train même de dépasser largement des pays comme la Jordanie ou l'Égypte. Donc en fait, il y a quand même le Maroc arrive non seulement à préserver ses parts de marché, j'ai l'impression, sur un peu ces exploitations traditionnelles qui sont peut-être pas à forte valeur ajoutée, et en même temps arrive à monter en gamme sur d'autres types de biens. Et ça se concrétise aussi par le développement des infrastructures, ce qui a été fait au niveau du ferroviaire. Globalement, ouais, c'est effectivement des points importants. L'ouverture à l'export, c'est quelque chose qui va permettre au Maroc de rentrer dans encore
plus dans une nouvelle dimension et c'est en lien avec ses objectifs sur la diversification du change. Et en fait, je pense que la banque Al-Maghrib, elle est très, très prudente, mais en même temps, elle fait les choses correctement parce que cette diversification de l'économie, cette orientation du coup toujours plus à l'export sur une montée en gamme, elle s'accompagne avec ses objectifs de diversification des réserves de change et de, de flexibilisation du régime de change. Et effectivement, c'est un peu la voie sur laquelle semble s'engager le Maroc. Et il y a pas mal d'atouts qui semblent du côté du Maroc, et surtout quand on compare par rapport à d'autres pays qui ne sont pas parvenus à assurer cette transition et qui partent avec beaucoup plus de retard que le Maroc. Mais c'est que quand on compare le Maroc par rapport à des pays d'Afrique subsaharienne ou des pays du MENA qui sont des importateurs nets d'hydrocarbures, le modèle qui est actuellement mis en place, il semble être porteur en tout cas d'espoir et de perspectives pour le pays. Ça n'empêchera pas qu'il y aura toujours cette nécessité de raccorder un peu les deux extrémités du pays avec une pays qui est plus spéciale, enfin une partie du pays plus sur même trop orientée sur les activités de service, mais qui sont pas génératrices de forte valeur ajoutée, et d'autres qui sont en train de briller à l'export et qui vont en tout cas permettre en principe d'accompagner le reste du pays, parce que ça va générer toujours plus de liquidités en devises, ça va permettre d'accélérer l'accès au crédit en devises, donc peut-être pouvoir changer, pouvoir importer mieux, avoir un accès à la devise pour ensuite dégager des potentiels à l'export et bénéficier d'une montée en gamme sur les infrastructures. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont opérées actuellement depuis certaines années pour aller vers le droit chemin et le bon chemin qui permettra au pays du coup d'augmenter son niveau de revenu général. Merci beaucoup. C'est un sujet passionnant, hein, le sujet d'aujourd'hui. Un mot pour conclure, Yasmina? Un mot de conclusion? Le Je t'entends micro. pas. Le micro est en off. Le micro. Et vous m'entendez? Ouais, vas-y. C'est bon? Ouais, ouais, maintenant je t'entends. On t'entend mal. Un mot de conclusion? Alors, juste pour conclure rapidement, je tiens à vous dire simplement que, il faut noter que cette période justement où il y a eu ces deux élargissements, donc cette flexibilisation graduelle, c'est vraiment une belle opportunité pour vous d'essayer justement d'apprivoiser, de comprendre un petit peu le risque de change, les outils qui sont mis à votre disposition pour les couvrir, parce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, vous avez des bandes qui vous permettent de quand même garder un minimum le contrôle. Aujourd'hui, certes, on est sur une bande de 10% au total, donc c'est une fourchette de plus ou moins 5%, mais le dirham reste contenu dans cette bande. Si demain ou après-demain, il y a un désancrage total et qu'il n'y ait plus de bande potentiellement, je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis que si à terme on arrive sur quelque chose de beaucoup plus, on va dire, flexible, euh, je pense que ce sera plus compliqué de faire des tests justement et d'essayer de comprendre à ce moment-là les produits qui s'offrent à vous. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, n'hésitez vraiment pas à vous lancer, à essayer d'identifier justement votre risque de change et essayer un petit peu de le couvrir, de l'appréhender et d'essayer plusieurs produits. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Et Merci. n'hésitez pas, si Merci vous avez besoin de beaucoup. quoi que ce soit au niveau de la salle des marchés, ce sera avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Le message est clair et passé. Victor, un mot de conclusion? Un mot de conclusion, ouais, c'est que nous, côté BPI France, en termes de risque pays, c'est vrai qu'on a un porte d'intérêt particulier pour le Maroc, mais avec que c'est un des pays où, quand on nous demande de parler des risques, on a un petit peu plus de mal, même si moi, c'est mon métier, parce qu'on trouve que globalement, il y a pas mal de perspectives qui sont très favorables et sur un rythme en plus qui est assez soutenu, et que dans ce cadre-là, les perspectives, nous, sur le Maroc, ne vont que aller en tout cas en s'améliorant. Mais même si, voilà, comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a cette nécessité qu'il n'y ait pas une trop forte dichotomie, un trop fort dualisme entre l'économie, ou alors que les secteurs les plus porteurs ou tous les facteurs positifs puissent permettre de tirer l'ensemble du pays vers le haut et qui leur permettrait d'être moins dépendants des secteurs plus traditionnels qui ne permettent pas de hisser le niveau de vie ni le niveau de revenu. Mais des perspectives qui nous semblent favorables également sur la manière dont est piloté le risque de change et même la structuration du marché bancaire, enfin avec beaucoup d'atouts du Maroc pour le Maroc, notamment quand on compare à des pays qui peuvent être pairs. Et je pense que justement, dans
dans un environnement de forte incertitude, où il y a beaucoup de pays émergents qui sont de plus en plus fragilisés, je trouve que le Maroc, même dans une période de forte sécheresse qui impacte fortement l'économie, arrive à démontrer une certaine forme de résilience et que cette résilience-là s'accompagne d'atouts certains qui offrent des perspectives plutôt favorables pour le Maroc. Merci beaucoup, Victor. Merci, Yasmina, pour vos brillantes interventions et pour ce sujet qui est un sujet central et la preuve, c'est que nous avons eu pas mal de remontées et d'interrogations. Je pense que c'est l'un des webinaires où nous avons eu sincèrement beaucoup de répondants de la part de l'assistance que je remercie vivement. Merci de votre participation. Merci pour participation à ce webinaire et nous vous donnons, Inch'Allah, rendez-vous pour un nouveau webinaire. Et encore merci pour Victor, merci Yasmina, merci Ajar, merci Madame Boussaïd pour vos interventions. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Merci Kamal encore Merci pour la à vous, modération. à Au revoir. bientôt. Et merci à vous. Merci Victor, merci Kamal, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.